Bienvenue dans Hyperpass, le podcast qui dévoile les stratégies de croissance des entrepreneurs les plus inspirants de la formation professionnelle. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Alex, le fondateur de Humiros. Salut Alex, Salut Thomas, comment ça va? ça va et toi? Ça va nickel, merci. Écoute, pour débuter ce podcast, est-ce que tu peux commencer par te présenter pour notre audience? Ouais, donc moi je suis Alex Penaud, je suis le fondateur de Humiros. On est un organisme de formation spécialisé dans l'intelligence artificielle pour les métiers créatifs, marketing, communication, studio, et on va avoir tout type de profil par rapport à ça. Ok, ok, super. Aujourd'hui, ton rôle au sein de cette organisme de formation, Humiros, c'est quoi? Aujourd'hui, donc moi je suis le fondateur d'Humiros, donc j'ai plein de sujets, on va dire sur la partie direction. Et après, opérationnellement, je m'occupe encore des formations stratégiques. Donc on va retrouver 2 types de métiers au niveau des métiers créa. On va avoir ceux qui ont Photoshop, qu'on nomme les créatifs chez nous, et les stratèges, c'est tous ceux qui n'ont pas Photoshop et qui vont travailler pour que les créatifs puissent s'exprimer. Et après, je m'occupe aussi de toute la partie acquisition de l'organisme de formation avec la publicité, gestion des commerciaux, etc. Ok, très clair. Et ça existe depuis quand, Humiros? Humeros, on a 1 an et demi à peu près. Ok, On a été créé l'été 2024. ok, super. Et en termes de chiffres, ça représente quoi aujourd'hui? Peut-être en termes de volume d'apprenants, de chiffre d'affaires? Aujourd'hui, en termes de chiffre d'affaires, on fait entre 30 et 50 000 euros par mois Ok. en encaissé. Et en volume d'apprenants, c'est un peu compliqué entre les entreprises et les indépendants qu'on accompagne, mais on doit être sur les indépendants près de 400, et sur les entreprises, on doit en avoir eu 25, 30. Et puis après, Ok, on a des inters et des conférences qui remontent le volume global, mais qu'on compte pas dans celle-là. ok, super, félicitations. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur les parcours de formation que vous proposez, notamment en termes de format, de durée, de public que vous visez? Donc aujourd'hui, on a 2 types de parcours, on va dire, assez phares. On va avoir un parcours pour, des indépendants qui va mélanger plusieurs, modalités d'apprentissage. On va avoir du e-learning, du cours collectif et des sessions, individuelles. Donc on a, en 100 distanciel. Et puis après, on va avoir des entreprises où là, on va faire des journées de formation. Donc en général, ça va être, 1 à 3 jours de formation par, équipe en fonction des besoins. Et dessus, on va rajouter des sessions d'ancrage. Donc c'est des sessions qu'on peut faire avec les entreprises, souvent sur un trimestre, mais parfois sur toute l'année, où on vient revalider les connaissances qu'ils ont eues pendant les formations. Et ça nous permet aussi de les tenir au courant des évolutions de l'IA, parce que c'est un écosystème qui bouge assez vite, et du coup, ça nous permet de suivre tout ça. Ok, ok, très clair. Et en termes de tarifs, est-ce que tu peux me donner un petit ordre de grandeur des tarifs auxquels vous commercialisez vos parcours pour que l'audience ait un petit peu ces éléments-là en tête? Aujourd'hui, sur les indépendants, on est entre 1000 et 5000 euros en général, en fonction des besoins, en fonction de leur niveau de maturité en IA, en fonction de leurs objectifs finaux. Vu qu'on repersonnalise, c'est quelque chose sur lequel on a pas mal de flexibilité, de souplesse. Et après, sur les entreprises, ça va dépendre de leurs besoins, mais on va avoir des formations entre 3000 et 10 000 euros en général. Et quand on a des grands groupes, sky is the limit. Ok, ok, très clair. Comment est-ce que ça vous est venu, l'idée de Humiros? Comment est-ce que vous êtes lancé là-dedans? Initialement, on faisait de l'implémentation IA pour les entreprises, du conseil en IA pour les entreprises. Et en fait, ce qui se passait, c'était qu'on passait beaucoup de temps à expliquer comment fonctionnait l'IA, à faire monter en maturité les clients sur, les sujets d'IA pour lesquels on n'était pas payé. Et après, on faisait de l'implémentation. Et donc le gros de notre prestation, c'était plus de l'acculturation et de la formation. Et après de l'implémentation, on a décidé de juste facturer la première étape. Et on s'est spécialisé sur les métiers de l'acquisition, et spécialement les métiers, les industries créatives, parce qu'on était sur un point un peu de plateau pour tout ce qui était IA comme ChatGPT, Mistral et autres, alors qu'on avait des grosses évolutions sur la partie visuelle, image, vidéo. Et c'est aussi beaucoup plus simple d'expliquer
de montrer une image, de dire cette image, est-ce que tu penses qu'elle a été faite par, un humain ou par de l'IA? De dire par un humain et que finalement ça soit de l'IA pour convaincre que, toute la partie avec ChatGPT où il faut quand même rentrer dans des discussions, plus avancées et plus longues pour, convaincre de la valeur. OK, très clair. Aujourd'hui, on parle beaucoup de ChatGPT, mais il y a plein d'autres, outils qui existent, notamment pour les créatifs. Est-ce que tu peux nous parler peut-être un petit peu des outils qu'on voit dans vos parcours de formation? C'est quoi un peu les Ouais, grands outils que vous abordez? donc aujourd'hui, nous, on commence souvent avec, du Midjourney. Donc Midjourney, c'est, l'outil leader sur la création d'images. On commence avec lui parce que ça au début, il était numéro un. Maintenant sa place de numéro un est un peu plus disputée, mais ça reste le meilleur compromis entre accessibilité et capacité à faire de belles images et de beaux visuels. Après, on travaille avec des agrégateurs d'outils comme, Créa. Les concurrents, ça va être Freepik, ou Xfield, des outils, du genre pour les plus connaisseurs. Et ça nous permet de retrouver tous les modèles et tous les usages d'IA de nos apprenants dans ces outils. Et parfois, on vient repersonnaliser avec d'autres outils s'il y a des gens que ça peut intéresser, comme Raycraft sur la partie vectorielle. On a bien sûr la suite Adobe qui devient de plus en plus un agrégateur d'outils avec lesquels on a de plus en plus de potentiel et les outils qui correspondent aussi aux besoins de nos clients, même si en général, la suite d'outils qui vont favoriser, ça va être, du ChatGPT pour, les équipes strat, du Midjourney et du Créa pour, les équipes créatives et après ils ont déjà une suite Adobe, en général sur leur créa donc ça pose pas trop de nouveaux abonnements ou de problèmes d'achat, on va dire pour nos clients. OK, très clair. Il y a un sujet qui intéresse particulièrement les organismes de formation aujourd'hui, c'est l'acquisition de clients. Je sais qu'aujourd'hui, vous avez des très belles références. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de la manière dont vous avez trouvé vos premiers clients? Donc, tu as lancé il y a à peu près 1 an et demi. Si tu te remets un peu dans les bottes d'Alex, à cette époque-là, comment est-ce que vous avez fait, un peu le développement client au début? Comment ça s'est passé? Qu'est-ce que vous avez mis en place? Alors, les tout premiers clients, exactement comment on les a eus, c'est un mélange entre, chance, prospection et opportunité, recommandation. Mais on a très vite, basé notre acquisition client sur un funnel, webinaire. On va dire qu'on a fait peut-être, 1 mois à chercher des clients un peu, à la main et après on a fait un mastermind sur, pour les organismes, de formation. On a un peu filouté parce qu'il fallait avoir un certain revenu pour venir et du coup, on n'avait pas ce revenu. On a juste dit qu'on l'avait et suite à ça, ça nous a ouvert les yeux sur le funnel webinaire. On est rentré du mastermind, peut-être, 1 semaine, 10 jours après, on avait un funnel webinaire, implémenté et aujourd'hui, que ça soit, des clients indépendants ou des grandes entreprises, elles ont toutes participé à un webinaire qu'on a fait, à une acculturation, qu'on fait, le jeudi midi en général et qui nous permet, d'avoir, tous les créatifs un peu curieux de l'IA pendant 1 heure sur les bases de l'intelligence artificielle et après ils sont rappelés par des équipes commerciales. OK, OK, super. Si on prend un peu le tunnel en entier, est-ce que tu peux nous parler des différentes étapes? Par où ça commence? Où est-ce que vous trouvez du trafic? Est-ce que vous utilisez le landing, des formulaires Facebook? Qu'est-ce qui se passe après? Ça m'intéresse de rentrer un petit peu dans le détail aujourd'hui, parce que je sais que vous avez une bonne expertise là-dessus et je suis sûr que ça pourra intéresser notre audience. Alors en funnel pur, au-delà de la partie, réflexion de comment on va toucher, notre cible, de ce qu'on va mettre dans le webinaire et de toute la stratégie qu'il y a autour du webinaire. Nous, on a un truc qui est assez simple, on fait de la pub sur Meta, donc Facebook, Instagram. On a à la fois des publicités, statiques et vidéo qui redirigent vers une, landing page maintenant. Initialement, on faisait que du formulaire instantané, Meta, mais maintenant on a un mix entre landing page et formulaire, instantané Meta. Dessus, on va avoir de la réassurance, sur, notre page. Ils vont pouvoir rentrer leurs informations de contact. Suite aux informations de contact, ils sont redirigés vers un groupe WhatsApp pour chaque semaine. Ils ont une petite séquence, par email et par SMS, jusqu'au live. Le live se passe le jeudi midi à 12h30. Hem, Suite à ça, ils participent à notre live. Il y a ceux qui prennent rendez-vous directement, il y a ceux qui prennent pas rendez-vous et s'ils prennent pas rendez-vous, ils sont rappelés par un setter au téléphone. Si ils ont le setter au téléphone et qu'ils veulent prendre rendez-vous, ils reprennent un rendez-vous avec, notre équipe, de closers.
et après ça, ils signent avec nous ou ils repartent à leur petite vie. On essaye de faire en sorte qu'ils signent avec nous et c'est le gros de notre funnel et puis après on va avoir, soit des relances de temps en temps pour réinviter, à la masterclass les gens qui ont participé, soit on a des personnes qui retombent sur les pubs après un certain temps et qui du coup se réinscrivent et reviennent, un peu en boucle sur le funnel comme ça. OK, OK, très clair. Si on parle un peu du contenu du webinaire, est-ce que toi, tu as vu une structure qui marchait mieux que d'autres? Il me semble que vous avez fait pas mal de tests. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu du contenu, du webinaire? Parce que je pense que c'est une question que va avoir notre audience, tu vois, si elle veut se lancer dans les webinaires. Qu'est-ce qui marche aujourd'hui? Qu'est-ce que tu as pu tester? Alors on a fait plusieurs, types de webinaires. On fait tout le temps le même webinaire. Donc, ça c'est un des éléments qu'on a, particulier. Donc c'est tout le temps le même webinaire. En termes de structure, on a une intro aujourd'hui où on dit bonjour à tout le monde, on fait un peu d'interaction, on vérifie que le son fonctionne, parce que c'est pas toujours le cas. Parfois on arrive dans des webinaires, le son fonctionne pas ou la vidéo a la latence, etc. Donc ça nous permet de réagir. On envoie des liens aussi pour les derniers arrivants sur le groupe WhatsApp. Ça nous permet de faire du support et ça dure 3 minutes à peu près, 3 4 minutes pour attendre les derniers retardataires. Ensuite, récemment, on a rajouté une petite partie de pop quiz parce qu'en fait, parfois, on attendait trop longtemps sur, les retardataires. Donc maintenant, on fait un petit pop quiz sur, leurs connaissances générales en IA. Une fois qu'on a fait ça, on vient, casser les idées reçues. Donc on casse les idées reçues en leur faisant des jeux où ils doivent détecter les images qui sont faites avec de l'IA, les images qui ne sont pas faites avec de l'IA. On leur donne un peu, la différence entre les différents outils IA et les différences de qualité qu'on peut avoir par rapport à ça et on vient un peu, casser ces idées reçues. Une fois qu'on a fini cette partie, on vient amener de nouvelles croyances, ou en tout cas changer leur référentiel de croyances en leur montrant des cas d'usage de l'industrie et les différentes choses qu'on peut faire avec de l'IA. À ce moment-là, donc c'est le premier truc en valeur et je pense que c'est un des éléments qui nous différencient des webinaires qu'on a habituellement, c'est qu'ils ont de la valeur très vite avec le travail sur les idées reçues et les cas d'usage de l'industrie. Après, on revient sur une partie un peu plus storytelling. Donc là, on reprend le parcours d'un freelance qui est passé à l'IA, par quelles étapes il est passé, quels sont les obstacles qu'il a pu rencontrer. Une fois qu'on a fini ça, pour donner aussi un ordre de temps, on doit être à peu près à 30 minutes. Donc sur ça, on a entre 25 et 35 minutes. On a une étude de cas pratique, où là, c'est vraiment de la démo dans les outils, où aujourd'hui, notre étude de cas, c'est le lancement d'une franchise de burgers de poisson. Donc on montre l'email du client qui nous fait la commande, ce qu'on peut faire en termes de visuel, en termes d'image, en termes de vidéo, et on va directement dans les outils, comme si on faisait un process interne et qu'on exécutait ce process interne pour quelqu'un de l'équipe. Une fois qu'on a fini ça, on reprend les différentes questions, on refait aussi de l'interaction. Donc les personnes peuvent nous poser des questions tout du long. En général, on doit finir cette partie au niveau de 55 minutes. Ça, c'est un truc qu'on fait. Je ne sais pas comment ça se passe chez les autres, mais si on a eu le moindre retard, le moindre bug ou autre sur les outils, on finit notre démo parce qu'on préfère que les gens aient vu toute la démo, tout le cas pratique et qu'ils aient eu le maximum de valeur que de pitcher l'offre dans la précipitation. À ce moment-là, on pitch l'offre. Sur l'offre, on doit avoir 10 minutes d'offre et après, on a question-réponse, des bonus qu'on a préparés pour eux ou des questions qu'ils nous posent et après on conclut le live. Souvent on essaye d'avoir une bonne densité sur nos lives. Donc si à la fin on n'a pas beaucoup de questions, on coupe plus tôt pour qu'ils aient vraiment un beau package de live plutôt que de laisser traîner et d'avoir quelques questions éparses. Et après ils ont une séquence mail, ils peuvent prendre rendez-vous avec nous. Il faut savoir que toutes les formations qu'on vend, ça n'a pas toujours été le cas, elles passent par des équipes commerciales. À un moment, on a vendu directement pendant l'offre, mais on a arrêté pour avoir des paniers moyens plus élevés. OK, bah, écoute, on reviendra un peu plus tard peut-être sur la structuration de ton équipe. J'avais une première question, au sujet des webinaires, sur les différents outils que vous utilisez. Aujourd'hui, il y a plein d'outils pour faire des webinaires. Est-ce que vous en avez testé plusieurs, que ce soit sur, tout le funnel et sur l'outil webinaire? Et qu'est-ce que tu recommandes aujourd'hui?
On n'en a pas testé beaucoup, parce que dès qu'on a des outils qui marchent, on fait pas beaucoup de bench, autour. Quand on s'est lancé dans les webinaires, on nous a recommandé Webinar Jam, donc on est parti sur Webinar Jam. De temps en temps, il y a des petits bugs sur, Webinar Jam. Pendant un an, on n'a pas eu de bugs. On a commencé à dire qu'on n'avait pas de bugs, depuis un an et les bugs sont arrivés. Donc en position de repli, on a un Google Meet qui est parfois un peu limité sur les gros lives. Où en fait, dans Webinar Jam, on a une option, si ça capote, pour rediriger tout le trafic vers un Google Meet. Le seul problème du Google Meet, c'est que c'est limité à 100 personnes, 100 participants, plus un présentateur. Il faut que tout le monde ait coupé les micros, que tout le monde ait coupé ses caméras, sinon on voit des gens se balader pendant le live. Sur tout ce qui est relance, au début, on était en pur no-code avec du N8N. Maintenant, on a toute la partie séquence de relance sur Go High Level. On a la landing page aussi qui est sur Go High Level. Et les formulaires, on les garde sur Tally, historiquement, juste parce qu'on n'a pas fait la bascule, mais on pourrait les passer sur Go High Level. Et de temps en temps, on a de l'instant form, du coup, Meta, qui est directement intégré dans Meta. Et on récupère les leads depuis ces instants form. Et derrière, on a WhatsApp. Donc nous, on a personnellement WhatsApp Business, mais c'est des groupes WhatsApp, on fait des liens uniques à chaque fois de conversation pour ramener tout le trafic des Meta Ads vers le WhatsApp. Et puis après, c'est un WhatsApp, donc on peut envoyer tous les liens qu'on veut. Et puis voilà, et puis après, en stack technique pour les commerciaux, ils relancent sur WhatsApp et ils relancent avec un téléphone sur un off. OK. OK, très clair. Donc pour la partie webinaire, Webinar Jam, s'il y a un souci technique, tu switches sur, Google Hangout, Ouais, sur et Google Meet. ensuite pour toute la partie Google Meet et ensuite pour toute la partie, funnel Go High Level et WhatsApp Exactement. pour le suivi et un numéro sur on-off. Donc on-off qui est une solution qui permet, d'avoir des numéros pour tes commerciaux et de faire de l'enregistrement, c'est ça? Exactement. Comme ça OK. nous permet de pouvoir faire des récaps automatiques de tout ce qui se dit. OK, très clair sur les outils, merci. Il y a pas de drive Si en on parle un CRM. peu PipeDrive pour le CRM. OK, on y reviendra un peu sur cette partie, structuration commerciale et les outils aussi que tu utilises. Si on parle un peu des indicateurs de performance, sur ce tunnel webinaire, c'est quoi les différents indicateurs de performance que tu regardes? Et c'est quoi les chiffres que tu essaies d'avoir à chaque étape? Aujourd'hui, si je regarde ce que j'essaye de piloter, vu qu'on a un funnel qui est assez long, c'est d'avoir mon CPL à peu près au même niveau. Alors récemment, on a eu Andromeda qui nous met pas mal de bâtons dans les roues, mais moi, ce que je regarde, c'est mon CPL, parce que en général, on a des leads qui sont plutôt qualifiés. Donc je peux piloter au CPL, c'est beaucoup plus simple Alors par CPL, rapport à pour ceux ça. qui nous écoutent, c'est coût par lead, c'est ça? Exactement, c'est le coup par OK. lead. Donc, chez nous, un lead, c'est nom, prénom, numéro de téléphone, email, 3 questions de qualification sur sa maturité et sur son statut actuellement et son secteur de spécialité. Et donc ça représente un lead. Une fois que on a notre coup par lead et qu'on essaye de stabiliser notre coup par lead, on vient regarder notre show up. Donc ça, c'est quelque chose qu'on regarde à chaque fois. Donc le show up, c'est ce qui nous a aidé à l'avoir. On essaye d'avoir une baseline à plus de 40%. Aujourd'hui, on a fait plusieurs tests pour l'améliorer. On a travaillé notamment sur l'heure du webinaire, sur l'intensité des relances qu'on met dans les webinaires. Je regarde aussi un peu le taux d'ouverture sur les séquences mail. Donc je le regarde pas tous les jours, mais je regarde de temps en temps pour voir si c'est constant ou si ça drop. On n'a pas le taux d'ouverture sur les SMS, mais c'est un mix entre email, SMS et WhatsApp qui fait que les gens nous rejoignent, mais très peu sur WhatsApp. C'est beaucoup mail et SMS, donc ça, on le pilote. Et quand on fait des changements, on vérifie aussi l'incidence de ces relances sur le taux de show-up. Et après, on regarde le taux de présence en rendez-vous suite à la masterclass, qui peut être soit par rapport au travail qu'on a fait en marketing avant, soit parfois par rapport à des facteurs exogènes. Donc typiquement, quand on a des vacances scolaires, ben, on a des taux de show-up qui baissent, mais pas forcément les taux de présence en webinaire.
Donc ça veut juste dire que les commerciaux vont devoir les rappeler plus souvent. Et puis après, un ressenti de la part des équipes de setting, où nous, comme on fait le Webi le jeudi, on rappelle tous nos présents à partir du vendredi. Et quand on a des gros Webi, donc 400-450 inscrits, on a rappelé même tous les absents au moins une fois à partir du lundi. Et donc là, je refais un récap avec les équipes commerciales pour voir un peu comment ils sentaient les leads. Est-ce qu'il y a eu des objections qui sont revenues régulièrement, et est-ce qu'il y a des messages à faire passer directement pendant le live ou dans la communication avant, pour préparer au mieux les rendez-vous commerciaux. OK, très clair. Et Donc puis pour après, je regarde synthétiser, le closing. OK, tu vas regarder donc le CPL, qui est le coût par lead. Tu vas regarder le touch-up, qui est, en gros, le ratio entre les gens qui sont inscrits et les gens qui sont présents à ton webinaire. Tu Exactement. parles, d'un indicateur qu'on vise au début, qui est d'environ 40. Je sais que vous avez eu des très bonnes stats, par la suite, après des expérimentations. Toi, tu es allé jusqu'à 60, c'est ça, à peu près? Le plus gros qu'on a, c'est 60%, et là, on touche du bois parce qu'on fait 55% de moyenne depuis 2 mois. OK. Pour ceux qui ont déjà fait des webinaires, c'est des chiffres stratosphériques, c'est vraiment le top 1 de ce qui se fait sur le marché. Ensuite, tu vas regarder le taux de réservation entre, les inscrits et ceux qui prennent un rendez-vous avec tes commerciaux, et in fine, le taux de show-up sur les rendez-vous, s'assurer que ces rendez-vous viennent bien. Et le dernier point, évidemment, c'est, du coup, le nombre de ventes que tu fais, et j'imagine le ROAS, donc Return on Ad Spend, ce que tu as dépensé versus, ce que ça a généré en chiffre d'affaires, c'est ça? Aujourd'hui, on regarde pas trop le ROAS, dans le sens où on dépense tout le temps la même chose. Donc peu importe les périodes, on dépense le même budget, donc on regarde pas forcément le ROAS. Et vu qu'on est sur des cycles de vente qui sont un peu longs par rapport aux publicités, qu'on a du recurring, ça on le regarde pas trop, parce que c'est compliqué à traquer, mais on regarde. Il y a certains indicateurs qu'on regarde, est-ce qu'on est dans les moyennes habituelles, surtout. Euh, et après, on regarde nos ventes en fin de mois. Mais quand on est à cheval sur 2 mois, on n'a pas le lien direct entre le Webi qu'on a fait à un moment T et les ventes qui sont réalisées. OK, OK, très clair. Donc aujourd'hui, du trafic qui est généré principalement par, Meta Ads. Ton tunnel principal, c'est un tunnel webinaire. Est-ce qu'il y a d'autres choses que vous faites, aujourd'hui en acquisition pour aller chercher des clients qui pourraient intéresser peut-être notre audience, des choses que tu as testées ou que tu aimerais tester? On peut aussi en parler. On a testé de faire des lives bonus, donc de faire des lives où c'est juste moi qui me présente et qui discute avec les prospects. Ça marche bien en termes de réassurance. En termes de stats, ça paraît un peu décevant parce que ça fait pas des très gros lives, mais ça prend pas beaucoup de temps parce qu'il y a pas besoin de beaucoup de préparation, et on a eu des ventes grâce à ça, et de personnes qui ont pu poser leurs questions. Vu que c'est du one to many, en fait, ça me prend juste 1 heure dans ma journée, et je peux avoir entre 30 et 100 personnes sur ce genre de petits live. Là, on est en train de tester de réinviter les leads sur des masterclass ultérieures, donc de pouvoir réinviter tous ceux qui sont pas venus dans le mois sur un gros live, et tous ceux qui sont pas venus, et tous ceux qui sont venus ou pas venus sur le trimestre sur un autre gros live où on change quelques éléments de la masterclass, parce qu'on a en fait pas mal de gens qui reviennent à nos masterclass, qui les revoient 2, 3, je pense que le plus qu'on ait eu, c'est une dizaine de fois, euh, et qui après se disent ah bah tiens, je passe à l'achat, et donc on réinvite dessus. Dans les tests qu'on a fait et qu'on a observé même en discutant autour de nous, c'est de changer l'heure, de pouvoir mettre l'heure sur la pause midi quand on est sur des compétences professionnelles, et potentiellement le soir ou le week-end quand on est sur des side projects ou des side business des audiences. Parce qu'en fait, nous, quand on a des salariés, même les grands comptes qu'on a signés, ils sont tous passés par le funnel webinaire comme tout le monde. Il y a pas vraiment de passe-droit. Euh, et du coup, à 18 heures, ils ont les enfants, les problèmes de leur vie courante, où ils sont en terrasse quand il fait beau, et du coup, ils veulent pas entendre parler de leur métier de la journée. Et nous, le fait de passer du soir au midi, bah, typiquement, on a gagné 10 points, on est passé de 30 à 40%, et en remettant les techniques SMS, et puis aussi maintenant, il y a un gros niveau de maturité
des leads sur, le webinaire dans notre niche, bah, ça fait monter progressivement le taux de show-up parce que, ils sont habitués à, nous voir. Donc potentiellement, ça fait, maintenant plus d'1 an et demi qu'ils voient nos publicités. Donc quand ils cliquent, ils viennent et puis, comme on a toujours mis l'accent sur la qualité et vraiment apprendre des choses dans le webinaire, on a aussi un peu de bouche à oreille sur notre webinaire. OK, OK, très clair. Donc la plupart de vos clients viennent des webinaires, ils ont vu un webinaire. Est-ce que tu sais si aujourd'hui dans ton parcours client, il y a d'autres choses qui se passent? Est-ce qu'ils vont vous suivre sur les réseaux sociaux? Est-ce qu'ils vont aller voir votre site? Est-ce que c'est des choses que vous développez? Parce qu'on sait que le fait d'avoir des expositions à différents messages et de vous voir sur d'autres supports, ça peut aussi aider la conversion. Est-ce que c'est des choses sur lesquelles vous avez travaillé aujourd'hui ou sur lesquelles vous allez travailler à l'avenir? On travaille pour avoir plus de réassurance. Aujourd'hui, on a une newsletter qui est, très consultée. On doit être dans les top newsletters en France sur notre niche, où on a 15 000 inscrits après, toutes les personnes dont les mails ne sont pas forcément des mails, qui bouncent ou autres, ou qui sont désinscrites. Donc ça fonctionne bien. On a une newsletter hebdo dessus. Et après, on a du réseau social, on a des gens qui nous suivent sur Instagram, de par les publicités qu'on fait. Donc aujourd'hui, je sais plus à combien on est exactement. On doit être à 2 500, followers. Mais c'est, à 98 des gens qui ont vu notre pub, qui regardent nos stories ou qui regardent, le compte, Insta et qui s'inscrivent, enfin qui nous suivent sur les réseaux sociaux. On a fait des tests aussi avec des posts, LinkedIn. Ça fait un peu de réassurance, mais ça ramène pas du trafic, chez nous. On a fait de la publicité aussi sur LinkedIn pour être plus présent sur des audiences qu'on voulait cibler. Pareil, ça fonctionnait pas très bien pour ramener du trafic, mais surtout pour de la réassurance. Et idéalement, on aimerait bien développer, un peu plus, Instagram pour, nurture nos leads. Parce qu'aujourd'hui, ils ont OK. vraiment que la newsletter qui les tient dans la durée. OK. Tu parles pas mal de cette notion de réassurance. Là, c'est un mot que tu as employé plusieurs fois. Est-ce que tu peux revenir un petit peu sur ce que c'est la réassurance, quels en sont les objectifs et ce que tu as pu mettre en place, du coup, pour, obtenir de la réassurance? Donc la réassurance, c'est, de, rassurer les leads qui, nous connaissent. Donc nous, on fait des campagnes d'acquisition, on sur du trafic froid, donc c'est des gens qui ont jamais entendu parler, d'Humiros et s'ils skippent la pub, ils en entendront, sûrement, plus jamais, parler jusqu'à la prochaine campagne où on remettra du budget, globalement. Mais on a entre le moment où la personne découvre la marque et le moment où elle a une décision d'achat, il y a très peu de temps qui se passe et très peu d'expositions qu'elle a, avec nous. Donc on est obligé de chercher à avoir des moyens de faire monter la confiance de notre prospect dans le temps pour que ça lui donne envie de travailler avec nous parce que ça reste un budget, important à dépenser pour les apprenants. Donc on essaye de les exposer à des éléments de réassurance, à ce qu'on devienne beaucoup plus familier pour eux. Et du coup, une fois qu'ils auront vraiment le problème et confiance dans notre capacité à résoudre leurs problèmes, ils pourront passer à la caisse et du coup apprendre avec nous, grosso modo. Donc OK, très clair. aujourd'hui, notre principal levier pour ça, c'est la newsletter. Et il y a un side effect aussi de ça, c'est que comme on fait des webinaires toutes les semaines, on a des personnes qui viennent plusieurs fois au webinaire et puis, la première fois, ils s'étaient inscrits, ils sont pas venus. La deuxième fois, ils ont écouté que d'une oreille. Puis comme on leur a dit qu'il y avait pas de replay, ils se font: «Mince, j'aurais dû écouter plus attentivement» et puis la troisième fois, ils reviennent et ils écoutent attentivement, ils prennent des notes, ils ont fait des tests, ils posent un peu plus de questions et à ce moment-là, ils reviennent avec les commerciaux avec plus de maturité. OK, très clair, super. On parlait de la notion de cycle de vente. Aujourd'hui, tu vas avoir des prospects qui vont participer à tes webinaires, qui vont prendre rendez-vous, qui vont convertir immédiatement. Et ce que tu dis, c'est aussi que tu vas les toucher par d'autres canaux, donc notamment avec ta newsletter, avec les réseaux sociaux. Ça, c'est quelque chose que tu as développé. Qu'est-ce que ça a eu comme impact chez vous de développer ces nouveaux canaux, notamment pour, améliorer peut-être, la conversion de votre cycle de vente ou, d'avoir des cycles de vente, plus courts? Ça, c'est des choses que vous avez, peut-être, remarquées? Ça, ça a pas un impact direct sur les chiffres. C'est-à-dire que c'est pas, quand on implémente, notre newsletter
que, direct, ça a eu un impact sur les chiffres. On on s'est rendu compte de l'impact que ça avait réellement qu'avec beaucoup de latence, parce que c'est au détour d'une conversation que, les personnes nous disent: «Ah bah tiens, c'est vrai que j'avais vu, cette info dans votre newsletter» ou, «Ah super, j'ai vu votre newsletter, je l'adore» ou parfois on rencontre des gens, on sait pas forcément qui sont clients ou qui ont participé à des sessions, parce qu'on a eu plus de 20 000 inscrits en 1 an et demi. Donc, on a brassé beaucoup de monde et puis ils s'inscrivent, du coup à la newsletter quand ils viennent au webinaire. Mais on sait que parfois c'est ce qui déclenche la prise de rendez-vous. Par contre, la prise de rendez-vous, elle est jamais depuis ces opérations de réactivation. Soit ils reviennent sur le site et ils viennent prendre rendez-vous avec nous sur le site, soit ils arrivent à retrouver le groupe WhatsApp dans lequel on était. Il y a mon numéro de téléphone ou le numéro, de quelqu'un de l'équipe dans ce groupe WhatsApp et puis ils se disent: «Ah bah tiens, c'est vrai que je devais avancer sur ce sujet-là et je vais les recontacter». On a fait des tests aussi récemment en termes de pas vraiment de réassurance, mais de réactivation, qui était de, rappeler des leads dont ça fait longtemps qu'ils sont venus chez nous ou, des entreprises, des avec juste directement la direction de leads qui sont venus chez nous et en fait, comme ils lisent la newsletter, ils se souviennent vraiment assez, fortement de nous et de la qualité de notre masterclass. Donc derrière, ça nous permet de favoriser les relances et puis maintenant on a un marché qui mûrit un petit peu. On a de plus en plus de concurrence sur la partie ads, mais la newsletter, Parfait, je ça leur permet voulais qu'on de fasse un focus là-dessus, donc on va pouvoir reparler des ads si tu veux. bah, sur la newsletter, ça leur permet de se souvenir de qui était Humiros, de la masterclass qu'ils ont suivie avec nous et comme on a une masterclass d'assez bonne qualité, les leads arrivent facilement à nous remettre, dans leur esprit quand ils sont rappelés par plusieurs équipes. OK, OK, donc je vais faire une synthèse rapide. Aujourd'hui, vous générez principalement, des prospects via Meta Ads. Vous avez un tunnel qui est un tunnel webinaire. Une partie des gens vont prendre rendez-vous directement avec vous. Une autre partie vont continuer à être nurturés par de l'emailing, par les réseaux sociaux. Vous avez aussi des gens qui vont arriver, sur votre site web. Et ça, en termes de revenus, ce que tu dis, c'est qu'aujourd'hui, ça vous permet de générer 30 à 50 K par mois. Donc félicitations d'abord pour ce revenu. Merci. Ce que je voulais, c'est qu'on revienne un petit peu aussi sur la partie Meta Ads, qui, je pense, va beaucoup intéresser notre audience. Toi, aujourd'hui, je sais que tu as des super compétences sur le sujet. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu des tests que vous avez pu mettre en place sur Meta Ads pour aller améliorer votre ROAS, donc Return on Ad Spend, votre CPL? Comment tu structures tes campagnes aujourd'hui, par exemple? Ouais. Aujourd'hui sur les ads, on est, on n'est pas des très bons techniciens. Moi, je pense qu'on connaît bien notre, audience. Ça fait qu'on peut avoir des assez bons résultats, par rapport au budget qu'on dépense et par rapport au chiffre d'affaires qu'on arrive à faire dessus. Le, mmh, le 1er truc et on a aussi eu de la chance sur les ads, c'est que je pense, la troisième ou quatrième pub que j'ai faite, c'était une winner. Donc ça nous a vite incité à continuer avec, les ads. On a commencé au début avec des publicités face caméra, montées sur CapCut avec, en travaillant vraiment le discours. C'est pas parce que la publicité est très belle qu'elle convertit plus d'ailleurs. Notre winner, elle était, horrible, à contre-jour et pourtant, elle a bien fonctionné. On a essayé de la refaire avec, un setup un peu plus clean et ça faisait pas les mêmes performances. Aujourd'hui, on fait beaucoup de tentatives. On a fait de la face caméra, des créatives, statiques, on a fait des dessins animés, on a fait des visuels statiques sur lesquels on a fait des légères animations. Donc on a un petit personnage, au milieu où c'est un layout avec du texte et une photo. On anime juste la photo pour la passer de statique à, dynamique auprès de Meta. On fait, en moyenne, on doit sortir 25 à, 50 nouvelles, publicités par mois et on essaye de faire, beaucoup de veille sur, ce qui se fait, sur ce que font les concurrents, sur ce que font les concurrents, pas que, chez nous, mais aussi, aux US et dès qu'on a des bonnes idées,
on les réadapte par rapport à ce que nous on fait. On utilise pas mal d'IA aussi aujourd'hui, donc on a fait des face caméra. Face caméra, c'est au début on apprenait les scripts par cœur, après on a mis du prompteur pour pouvoir en générer plus. Après on a mis des avatars IA, donc on a travaillé avec Agen pour avoir des avatars IA. On a fait des voix IA avec du Eleven Labs aussi, ce qui nous permet de pas avoir des super conditions d'enregistrement, de pouvoir retranscrire notre voix dans une voix de meilleure qualité et après se mettre sur des avatars où on a à peu près les mêmes performances que quand je suis face à la caméra. Donc ça simplifie grandement la, la capacité de production, la capacité de test, et ça nous permet aussi de pouvoir avoir des avatars qui sont plus proches de notre cible. Une fois qu'on a notre grande variété de formats, et dans les formats qu'on aimerait bien tester, ça serait de faire des faux podcasts. Je pense que ça peut bien fonctionner, mais c'est un peu plus long à scripter. Le gros du sujet, c'est de faire notre script et de pouvoir parler à notre avatar. Donc à chaque fois qu'on se fait des grandes époques de publicité, donc à peu près tous les 2 mois, on essaye de repartir de la base sur ce qui a bien marché comme angle et comment on peut faire des variations, et surtout de repartir, une fois qu'on a pris les angles et les variations qui étaient bonnes pour nous et qu'on veut essayer de dupliquer, de revenir sur une page blanche par rapport à nos prospects. Quel est le niveau de maturité qu'on a en termes de connaissances, comment il s'est amélioré, et on refait le même exercice, des problèmes de ma cible, des envies de ma cible, des problèmes qu'on a rencontrés avec les équipes commerciales, ou qu'on a eu sur les interactions qu'on a eues pendant les lives, de repartir des questions et de retrouver de nouveaux angles marketing à aller tester sur des formats qu'on a déjà fait. Parce qu'au final, comme c'est moi qui m'occupe des pubs de A à Z, même le montage, parce que j'aime pas attendre que les monteurs ils mettent une semaine à monter mes ads, donc je fais tout seul. On n'a pas une capacité de production qui est aussi grande que ce qu'on voudrait, donc on n'a pas une infinité de formats. Le plus important, ça va être de revenir sur notre cible, ses peurs, surtout ses peurs en vrai, plus que ses espoirs, parce que les gens ils cliquent pas pour l'espoir, ils cliquent pour la peur de ne pas avoir leurs objectifs. Revenir sur des angles, les remettre sur les 10 formats, en comptant les statiques qu'on va avoir, et de les retester. Après, en termes de campagne, on a des campagnes en trafic froid, des campagnes en retargeting. Donc c'est une campagne trafic froid avec nos winners, une campagne retargeting avec les mêmes winners que celle sur le trafic froid. Donc retargeting, ça va être toutes les personnes qui ont euh, rempli un formulaire et n'ont pas participé au webinaire. Euh, et des audiences je crois qu'on réintroduit, on exclut toutes les personnes qui ont participé depuis moins de 3 mois, et du coup elles sont réintroduites à plus de 3 mois, parce que c'est pas la même durée de données qu'on a sur les campagnes d'exclusion. Les campagnes d'exclusion, elles sont à 90 jours, alors que les campagnes de retargeting, elles sont à 180 jours. Donc ça nous fait 3 mois, au bout de 3 mois, où elles reviennent sur la publicité. Et après, on a des campagnes de test. On a un truc qu'on a changé récemment sur nos campagnes de test et qui nous permet de faire plus de tests, c'est qu'on les remplit par Excel. Et donc ça nous permet de pouvoir faire de l'achat média en bloc, même si maintenant on a 50 idées. On passe pas une demi-journée ou une journée à remplir notre Ads Manager. On peut directement avoir un Excel et faire beaucoup plus de tests avec. Et Ça, du c'est pour coup, le paramétrage des campagnes, c'est ça qui est quelque chose qui prend exactement, souvent beaucoup de temps de rentrer dans la campagne, de tout paramétrer. Toi, tu exactement, as réussi à faire ça directement depuis Excel avec des gros fichiers et où tout est fait en exactement. quelques clics. OK. C'est une option de méta. J'en ai parlé avec pas mal de médias buyers qui l'avaient jamais utilisé. Et du coup, on a un Excel et ça nous permet de rédiger aussi nos textes avec ChatGPT qui soit plus en musique avec les créatives qu'on a faites. Et donc, plutôt que passer une demi-journée, on passe une demi-heure sur l'achat, et donc on peut faire plus de variations et plus de tests. Euh, et, et du coup, on a ces tests-là où on a un budget par adset. Et donc, un adset, c'est un format, un angle et plusieurs variations du même format et de l'angle.
Donc par exemple, on va avoir un format, affiche et on va peut-être changer le dessin qui est dans l'affiche pour voir si le dessin a une influence, mais il va avoir tout le temps le même texte. Et quand on fait un dessin animé, on va peut-être avoir 3 accroches, donc les 5 premières secondes qui sont différentes et avec le même, body et appel à l'action. Comme ça nous permet de voir s'il y a un angle qui fonctionne mieux que les autres et Alors après ça, pouvoir les je mettre dans pense que les ça va images. intéresser l'audience. Tu parles de faire des dessins animés, alors je suis pas sûr que ce soit, tout le monde sache le faire. Qu'est-ce que tu utilises comme outil aujourd'hui pour faire ce que tu appelles des dessins animés? En vrai, c'est à la portée de tout le monde parce que, même si on fait de la formation pour les métiers créatifs, moi, je suis un très mauvais, créatif. Je suis un bon copieur, mais un très mauvais créatif. On fait des personnages sur, Midjourney. Donc l'idée, c'est de trouver des personnages, qu'on aime bien. Ça peut être fait sur, AI Studio de Google aussi, de trouver 3 scènes de personnages. Nous, on fait des personnages avec, 3 scènes et après c'est un peu une discussion à la Kaamelott. En fait, on a l'expert, le naïf et la personne qui pose les questions et qui challenge un peu. Et derrière, on les fait discuter sur un script. Et après, on remonte. Donc, on enregistre toutes nos voix. On anime toutes nos voix avec Edgen. Donc, c'est des personnages face caméra. Et derrière, on remonte notre discours pour pouvoir en faire un petit dessin animé. On avait vu ça c'est chez des Américains. Et en fait, ça nous permet d'avoir des créas qui sont un peu plus sympathiques, qui changent. Et, euh, et on peut faire vraiment plein de variations. C'est un peu notre format podcast à nous, quoi. OK, OK, très clair. Tu as mentionné aussi que vous aviez fait des tests sur, les formulaires instantanés versus landing page. Ça, c'est des questions que se pose pas mal, je pense, l'audience. Qu'est-ce qu'on utilise? Toi, c'est quoi un peu tes apprentissages sur le sujet? S'il y en a eu évidemment, ou alors peut-être que tu testes toujours les 2. Alors, j'ai pas vraiment d'apprentissage. Nous, on faisait de l'instant form pendant longtemps et on avait des meilleures perfs que les gens qui nous disaient de pas en faire. Donc, on les a gardés pendant longtemps. Finalement, on fait de la landing page. On a les mêmes scores sur les 2. On n'a pas vraiment de grosses différences parce que d'un côté, sur la landing page, on peut aller mettre beaucoup plus de pixels et donc à ce moment-là, pouvoir avoir des retargeting sur d'autres régies publicitaires. Donc on envoie quand même la majorité de notre trafic sur la landing page. Mais en même temps, sur les instants form, Meta, il maîtrise toute la connaissance du lead jusqu'au formulaire instantané. Donc ça lui permet de pouvoir un peu mieux optimiser. Donc peut-être la petite différence qu'on va avoir, c'est que sur les formulaires instantanés, les données qui remontent depuis Meta, elles sont vraiment exactes. Après, sur les deux, on a à peu près la même qualité. Ça change pas le show-up. Ça change très peu de choses. On peut mettre un peu plus de réassurance sur la landing page. Mais comme c'est une page externe qui doit charger, euh, bah, les personnes, elles ont plus tendance aussi à mettre des faux numéros. Alors que quand c'est les instants de forme, on a des données qui sont un peu plus quali. Donc l'un dans l'autre, ça revient au même. Par contre, si on veut développer d'autres régies publicitaires, bah, à ce moment-là, il vaut mieux passer par de la landing page, parce qu'avec la landing page, on va avoir la possibilité de mettre plusieurs pixels, et donc de pouvoir faire du retargeting sur plusieurs audiences. Et le petit truc qu'on a avec l'instant de forme et le problème que d'autres personnes nous avaient remonté quand on en avait discuté, c'était que sur l'instant de forme, eux, ils avaient pas mal de faux numéros. Mais nous, comme on est sur une population qui utilise aussi parfois Instagram comme outil professionnel, on avait quand même une très bonne qualité de numéros et d'emails avec très peu de bounce. Donc ça n'a jamais posé trop de problèmes pour nous. OK, très clair. Bah, écoute, merci pour ces éléments. Je pense qu'on a pas mal fait le tour sur la partie acquisition. J'aimerais qu'on parle un peu de la structuration de l'équipe de Humiros aujourd'hui, les différents profils que tu as dans ton équipe, comment vous structurez et comment les rôles et les responsabilités sont répartis? Donc aujourd'hui, on a une partie formateur, une partie commerciale et une partie admin. Et après, le pôle communication, pour le moment, c'est que moi. Et un freelance sur la partie newsletter. Donc, la partie, on va dire, marketing, c'est l'entrée du funnel, donc c'est ce qui drive tout. Donc moi, je m'occupe de faire les tests sur les campagnes, setup les campagnes,
et globalement faire le Webby pour que ça puisse générer des opportunités pour les équipes commerciales. Ensuite, le relais, il est pris par les équipes commerciales. On va avoir des setters, des closers et des full cycle. Globalement, on a les full cycle sur des profils qui vont devenir closer, mais ça nous permet d'avoir une partie de setting, donc ils vont set pour les closers. Euh, donc les closers, on a un closer et moi. Donc aujourd'hui, on est deux sur le closing. Et les autres setters peuvent set pour les full cycle. Comme ça leur permet de pas s'auto-set en disant vous inquiétez pas, vous avez parlé à un expert et que ce soit la même personne de l'autre côté. Donc on a ça sur la partie commerciale. On suit tout sur Pipedrive. Donc c'est la référence sur Pipedrive. Tous les appels sont enregistrés, sont resynthétisés dans Pipedrive, ce qui nous permet d'avoir un suivi complet de toutes les interactions que vont avoir les clients avec l'équipe, y compris les SMS. Les SMS remontent sur Pipedrive, les emails remontent sur Pipedrive. Il n'y a que le WhatsApp, mais ils font très peu de WhatsApp qui ne remonte pas sur Pipedrive. Dessus, on va gérer notre cycle de vente. Et dès que la vente est actée et que ça passe à l'admin, voilà, ça va revenir avec l'admin. Donc on est deux sur l'admin. Moi, je suis un peu dans tous les pôles. Mais du coup, on est deux sur l'admin. Et sur cette partie admin, on vient refaire les devis, les financements et le suivi post-vente. De temps en temps, quand on n'arrive plus à avoir de contact parce que la personne a changé d'avis ou autre, ça revient aux équipes commerciales. Mais sinon, la vente, une fois que la personne a dit c'est bon pour moi, on peut passer à la suite, est gérée par la partie admin. Le recouvrement aussi est géré par la partie admin, c'est pas les commerciaux qui s'en chargent. Et puis après, on est deux sur la partie formation. Et du coup, sur cette partie formation, c'est l'admin qui cale les différentes dates, qui cale les différents agendas quand c'est des entreprises. Et quand c'est des indépendants, ils ont un calendrier ouvert où ils peuvent prendre les sessions directement dans nos agendas pour les sessions individuelles. OK, très clair. Est-ce qu'il y a d'autres éléments que tu vas rajouter un peu sur cette partie équipe? Est-ce qu'il y a des évolutions, que tu as en tête? Est-ce qu'il y a des choses que tu as remarquées, des apprentissages particuliers? Sur la partie équipe, on a fait un truc qui était pas mal pour recruter nos commerciaux, même pour recruter une bonne partie de l'équipe. Alors, il faut savoir que nous, on est en remote, donc les équipes sont tout autour de la France. Pour certains que j'ai jamais vus en vrai. On a toujours discuté en visio, mais pour le recrutement, c'est toujours hyper long de recruter. Donc nous, on recrute avec des pubs sur Insta. On a le même funnel au final. Bon, on fait pas des webinaires, mais on a un funnel type VSL pour les recrutements. Et du coup, on retravaille ça pour aller chercher des membres dans l'équipe et on remet le budget qu'on pourrait mettre sur des job boards traditionnels ou sur le temps qu'on pourrait passer à un recrutement en termes de budget d'acquisition pour aller faire nos recrutements. Et ça ça a pas mal marché. Et ça nous permet OK, de recruter assez vite quand on a des besoins. Et puis sinon, on a toute l'équipe sur WhatsApp aussi, qui est OK, peut-être un peu différent. Ça nous permet d'éviter d'avoir WhatsApp qui bypass tous les systèmes de communication. Donc, on a fait une communauté WhatsApp. Donc, dans WhatsApp, on peut faire une communauté avec plein de sous-groupes. Et on a fait des sous-groupes comme des channels Discord ou Slack pour avoir tout le monde sur WhatsApp. Et après, on fait un daily tous les matins OK. avec toute l'équipe pour l'organisation, ce qui s'est passé, remonter les feedbacks quand chacun peut. Et si, plus sur la partie formation ou admin, quand ils sont pas disponibles, bah, ils reviennent au prochain daily. OK, très clair. Bah, écoute, merci pour ces éléments sur l'équipe. J'aimerais maintenant qu'on parle un petit peu des outils que vous utilisez au sein du Miros. Vous enseignez, plein d'outils que vous utilisez aussi peut-être, en interne. Est-ce que tu peux nous parler aujourd'hui un peu de votre stack d'outils, que ce soit sur le marketing, on en a un peu parlé, mais c'est intéressant d'y revenir, ou sur, la partie sales ou ce que vous utilisez en interne globalement? Ça peut sûrement intéresser notre audience. Donc, en règle générale, on est en Google Workspace. Donc, ça veut dire qu'on a toute la suite Google, sur lesquels on essaye de créer des templates récurrents pour tous les livrables ou toutes les devis, les présentations commerciales.
on a des templates qui sont récurrents avec certaines pages qui bougent et des templates qui sont exhaustifs. Ça veut dire qu'on préfère supprimer des pages que d'avoir à créer des pages à la volée en fonction des besoins clients. Ça, c'est le premier élément. Derrière, on a Notion en base de connaissances. Donc, ça nous permet de faire pas mal de suivi de toutes les réunions. À chaque fois qu'on a des points à retravailler, on en fait des pages Notion et on structure tout ça sur cet outil. On va avoir Pipedrive en CRM. On utilise beaucoup de ChatGPT. Sur ChatGPT, on fait des assistants personnalisés pour toutes les grandes phases, surtout commerciales et admin. Et ça nous permet de, comme tout est centralisé sur Pipedrive, de récupérer de l'information sur Pipedrive. Et on a des assistants qui sont spécialisés pour le rendu client qu'on va créer sur Google Slide ou dans nos templates de mail. Et comme on a toutes nos informations, nos meetings sont enregistrés, on récupère les transcripts des meetings, par exemple pour faire un résumé de proposition commerciale, un email de récap de proposition commerciale, et ce qui nous enlève une grosse partie, on va dire, de work for work des équipes commerciales. Ils prennent le rendez-vous avec leur trame de rendez-vous, ils copient dans l'assistant. Cet assistant nous donne les slides clés qu'il faut réintégrer dans la proposition commerciale. C'est réintégré dans la proposition commerciale. Et puis derrière, on a des templates de mail pour tout ce qui est relation. Donc on utilise pas mal de ChatGPT et on a pas mal d'automatisation en no-code avec un outil qui s'appelle N8N qui nous permet de faire la glue entre les différents besoins et les différents outils qu'on agrège au final un peu dans Slack. Donc moi j'ai un Slack perso, les équipes sont pas dessus, mais ça me permet d'avoir une vue d'ensemble sur tout ce qui se passe. Donc, j'ai le résumé de la journée des calls des commerciaux de manière individuelle. J'ai les résumés de tout ce qui se passe un peu dans la vie de la boîte. Et sinon, de déclencher des alertes par mail pour le reste de l'équipe en fonction de tout ce qui se passe. On a aussi pas mal d'intelligence qui est faite avec ces outils no-code pour enrichir nos leads, pour préparer les réunions des commerciaux, pour suivre les impayés, pour pouvoir faire des stats à agréger potentiellement des clients qui viennent de partout, quand on a des entreprises, quand on a des indépendants, que certains payent en direct, que certains payent par carte bleue, par virement, etc. Ça nous permet de recentraliser tout ça. Et c'est à peu près tout ce qu'on a en outils. Si on a Fireflies pour l'enregistrement des meetings en plus. Et après, on a les outils pour nos apprenants, qui nous coûtent un peu cher, mais nos dépenses, c'est ces C'est un quelques investissement outils ça pour le coup, ouais. et les outils pour les apprenants, en OK. général. OK, très clair. Bah, merci pour ce partage. Je pense Ok. qu'on a bien fait le tour sur la partie outils. Aujourd'hui, si tu devais partager un conseil à un dirigeant d'organisme de formation qui veut accélérer sa croissance, ce serait quoi? Si je devais partager qui veut accélérer sa croissance, c'est d'être sur un système d'acquisition qui est scalable. Où c'est un truc où bah, déjà on ne s'est pas trop basé sur le réseau au début. Mais en fait, le fait d'être sur un système d'acquisition qui est scalable, ça nous a permis de ne pas avoir certains blocages à des endroits de notre croissance. Mais par exemple, on s'est dit, OK, bon, on va sur l'Ads, on fait que de l'Ads aujourd'hui. C'est le seul truc sur lequel on est bon. Sur le reste, on n'est pas terrible. Mais on sait que c'est scalable et qu'on pourra toucher potentiellement tout notre marché dessus. Si demain on fait que du réseau, au bout d'un moment, on va avoir un plafond de verre quand on essaiera de vendre en dehors de son réseau. Nous, on est directement sur un truc scalable. Il y en a pour qui c'est le contenu, il y en a pour qui c'est le cold mailing. Mais le fait de se mettre sur quelque chose qui est scalable dès le début et de pouvoir évoluer dessus, bah, ça permet de capitaliser sur ses compétences dans la durée et de pouvoir, bah, grâce à la répétition et grâce à la routine, améliorer à chaque fois ses canaux, même si parfois c'est assez frustrant on aimerait aller un peu plus vite et démultiplier les canaux, mais à chaque fois qu'on l'a fait, on n'a jamais eu un gros gain
global sur l'entreprise. On avait un petit boost et puis derrière, bah, ça dégringolait sur la partie, acquisition méta et du coup, au global, on faisait moins de chiffre d'affaires. OK, donc ton conseil, c'est vraiment, focus sur l'acquisition, un canal, un tunnel, une régie, pour driver du trafic Ouais, et feu, quoi. et qui soit scalable. De vraiment OK. avoir une acquisition où on se dit: «OK, ben, je suis capable de faire, 1 000 000 à l'année dessus et puis derrière, je vais pouvoir, pousser» et puis de toute façon, Heu, pour ceux qui aiment, beaucoup se démultiplier, ils feront quand même des tests sur la route. Mais si leur cap, c'est de garder un seul, canal d'acquisition, bah, ça leur permet de quand même gagner du focus et gagner en maturité, dessus et après sur le peut-être, l'autre point sur la partie webinaire, c'est pas aussi dur que ça en a l'air. C'est beaucoup plus accessible que ça en a l'air. C'est comme, construire un webinaire qu'on va utiliser qu'une seule fois, sauf qu'on le fait toute l'année, le même et c'est qu'1 heure dans sa semaine, c'est pas c'est pas trop dur. OK, donc pas avoir peur de se lancer sur le webinaire, faire son premier et ensuite se dire: «On va améliorer le process, on va Ouais, améliorer le contenu» et l'idée, c'est d'avoir de la récurrence pour continuer à pouvoir développer son acquisition avec ce canal, c'est ça? ouais, exactement et même si au début il y a pas beaucoup de slides ou, que le webinaire il est court, au pire vous discuterez avec votre audience, ils auront des questions et vous pourrez le construire avec le temps. OK, super. Bah, écoute, merci beaucoup Alex. En parlant d'audience, où est-ce que notre audience peut te retrouver s'ils veulent en savoir plus sur toi, ou sur ta société Humiros? Bah, du coup, ils peuvent, aller sur, notre site humiros, .com. Donc je sais pas si ça sera peut-être en Ce description sera. de l'épisode. Ils peuvent, me contacter sur, LinkedIn s'ils ont des questions. J'ai pas les notifs sur LinkedIn, mais au moins une fois par semaine, j'y vais pour voir les différents messages, donc on peut me contacter dessus et puis, au pire, ils passent par toi pour avoir mon contact, sans problème. Mais voilà, c'est un peu les 2 endroits où on est présent et c'est surtout par, le biais de la société qu'on communique. On communique pas OK. trop en personne. OK, super. Bah, écoute, merci Alex, pour cet épisode, c'était super complet. Bah, écoute, je te souhaite une bonne journée. Merci, toi aussi. À plus. À Ciao. bientôt.